Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Oral. Il a été candidat aux présidentielles françaises en 1995 et en 2012 et depuis, il poursuit le combat politique au sein de Solidarité et Progrès, le parti dont il est le président. Nous avons comme invité ce soir sur ce plateau Jacques Cheminade. Bonsoir Jacques Cheminade. Bonsoir Jean-Jacques Seymour. Et merci d'être avec nous au moment où tous les paradigmes explosent et changent sur la planète. Alors, je me demande, mais on va commencer par quoi ce soir? Par le mouvement financier qui semble à nouveau bouger, à nouveau craquer. On a vu comment les bourses bougent cette semaine, la rouble qui s'effondre, le Japon qui lui aussi est dans cette même situation, étant Jacques Cheminade à la veille d'une nouvelle crise financière comme celle que l'on a connue en 2008. À la veille, je ne sais pas, mais sûrement bientôt. Pourquoi ? Parce qu'on a un système, et la baisse des bourses n'est que le reflet sur le mur de la caverne, comme dirait Platon. La réalité, c'est qu'on a un système monétariste, où l'argent émet de l'argent et où la complicité entre les 24 plus grandes banques du monde et les banques centrales des différents pays a créé un système de faux monnayeurs, la Banque centrale européenne étant un relais de ce système en Europe. Donc on émet de l'argent qui ne va pas à la production, qui ne va pas au travail. Et on impose à la production et au travail, c'est-à-dire à l'économie et aux travailleurs, des conditions d'austérité, alors qu'en même temps, les banques reçoivent de l'argent pour quoi ? Pour racheter la dette des États et spéculer sur la différence de taux d'intérêt entre ce qu'elles recueillent des États comme taux d'intérêt, dont elles imposent aux États, et l'argent dont elles-mêmes bénéficient de la part de qui ? De la part des États. J'ai voulu qu'on commence par ça parce que vous avez souvent montré du doigt Wall Street et la City. Ils sont au cœur, justement, c'est un système. De ce système. Et c'est un système qui vise à détruire les États-nations et à détruire tout lieu de résistance. Par exemple, les communes ou les départements, qui en France sont des lieux de résistance, eh bien, elles se voient progressivement dépourvues, puisque l'État a décidé, en 3 ans, de supprimer 11 milliards de dotations. Donc, qu'est-ce qui va arriver ? On va sacrifier l'investissement et on va atteindre l'économie, on va atteindre les entreprises qui investissent, c'est-à-dire celles qui font le plus. Ça, c'est un reflet encore sur le mur de la caverne. Mais je voudrais insister, ce système est un système où on dépouille les États à l'avantage d'un ordre financier qui est supranational, multinational ou transnational, qu'on l'appelle comme on veut, mais qui est opposé à l'existence de toute État-nation. Donc ce système de la City et de Wall Street est même opposé au Royaume-Uni, on pourrait dire, comme État, servant plus ou moins les intérêts de son peuple, et aux États-Unis comme État. On dit souvent, c'est les Américains. Non, c'est un ordre dominant aux États-Unis qui s'est établi avec toute la lignée des Bush et Obama qui a suivi, et qui a été jusqu'à pratiquer la torture pour se défendre. Oui, on va parler de la torture tout à l'heure, mais c'est un élément important, puisque tout à l'heure, vous parliez de ces faux monnayeurs. Le mot est fort. Le mot est très fort. Ils émettent de l'argent qui ne sert ni le progrès économique, ni le développement, ni le niveau de vie des peuples. Alors, beaucoup disent il faudrait une décroissance, mais eux-mêmes se trompent complètement. Parce que qu'est-ce que c'est une véritable croissance ? C'est pas une croissance de l'argent, c'est pas acheter dans leur esprit ici. Dans l'esprit des gens, oui. C'est acheter bon marché, vendre plus cher et faire d'un profit. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un profit financier. La véritable croissance, c'est la création humaine. Les gens découvrent des principes nouveaux, ils comprennent mieux comment l'univers fonctionne, ils en font des technologies, et ces technologies permettent de produire davantage et mieux par être humain, par unité de surface, par kilomètre carré, pourrait-on dire, et par gramme de matière apportée. Donc, on produit mieux et probablement souvent avec moins. Et ça, c'est tout l'avenir. C'est tout cet avenir qu'on a devant nous, qui sont des progrès énormes, potentiels dans la médecine, dans l'énergie, dans tous les domaines. Mais ceux-là, on ne veut pas qu'ils aillent au peuple, qu'ils aillent aux gens qui sont la majorité. On ne veut pas
parce qu'on veut, une oligarchie financière veut garder le pouvoir, elle veut garder pour elle-même. Et l'oligarchie financière, on peut le dire, c'est elle qui aujourd'hui gouverne la planète. Oui, elle a ses services de renseignement, elle a sa police, elle a tous ces éléments qu'elle contrôle. Et on voit une police devenir, au fur et à mesure que le système devient plus injuste, la police devient de plus en plus brutale pour réprimer. Et les mêmes tenants de ce système encouragent les mouvements dits populistes parce qu'ils emmènent les gens dans un cul-de-sac. Donc ce système est un système qui est habitué aux manipulations psychologiques et est habitué à tenir les gens en leur imposant une servitude volontaire. Ce que la Boétie appelait la servitude volontaire, au moment des guerres de religion en France au XVIe siècle, s'est appliqué aujourd'hui. C'est-à-dire les gens sont induits à être l'esclave de leur goût, de leurs tendances, qui en fait sont imposées du dehors. Et il y a eu des études, aux États-Unis en particulier, en Angleterre, mais le bureau d'action psychologique de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, c'était pareil, sur comment inciter les gens à se soumettre en croyant que c'est par eux-mêmes, alors que c'est induit de l'extérieur. Et ce système fonctionne de cette façon. Alors, une des manières, c'est le crédit à la consommation. On fait des salaires le mode d'ajustement de l'économie, et on le remplace par du crédit. Mais aujourd'hui, on est arrivé au bout de ce système de crédit. Il ne peut plus marcher, parce qu'il y en a trop. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à un ordre, disons, plus policier, plus militaire, pour tenir les gens. Et justement, c'est un phénomène que l'on observe à travers toute la planète. Toute la planète. Les seuls emplois que l'on crée, mais en masse, c'est ceux de la police, justement. Et les emplois, disons aux États-Unis, dans les Walmart, dans les supermarchés, les emplois qui sont créés sans... C'est des jobs, comme ils disent là-bas. C'est pas des emplois qualifiés qui sont des emplois dignes d'être humains. La multiplication, des emplois de service. La multiplication, par exemple, des centres commerciaux dans l'Hexagone, pour n'en rester qu'ici. Vous l'expliquez aussi par ce phénomène? On peut faire un jeu de mots en disant que c'est à la fois une société de service et une société de sévices, où on impose aux gens cela. Oui, les centres commerciaux, on a résisté contre les centres commerciaux américains. Walmart n'a pas pu s'installer en France, mais on a créé les Carrefour, les Auchan et autres. Et au passage, par un système qui favorise ces intérêts à la fois de la grande industrie, mais surtout de la grande distribution, on crée un système où on ruine tout le reste de l'économie et on centralise. Mais, vous voyez bien, ces grands centres de distribution, comment ils vivent? Est-ce qu'ils vivent sur le profit qui est fait au détriment de ceux qui achètent? Oui, en partie, parce que leurs produits ne sont pas toujours de la meilleure qualité qu'on puisse imaginer. Mais surtout, ils vivent de la trésorerie accumulée, qu'ils investissent dans les marchés financiers, et ils deviennent ainsi les complices des marchés financiers. Donc tout marche avec cette logique financière d'un profit de plus en plus à court terme. Quand on joue en bourse aujourd'hui, la majorité du jeu, c'est pas d'acheter des actions, c'est acheter le droit d'acheter des actions ou de parier sur ce qui parie sur l'achat d'actions, avec ce qu'on appelle un effet de levier. Donc on parie de cette façon, on crée un marché, et on crée un marché qui est, disons, on aurait dit dans le temps clandestin, aujourd'hui on dit un marché parallèle ou à l'ombre, les plateformes alternatives, comme on dit en France. Les Anglais sont plus directs, ils appellent les piscines sombres, où les gens spéculent. Et c'est 50% des opérations en bourse en Europe et plus aux États-Unis qui se déroulent ainsi en dehors de tout contrôle judiciaire et de tout contrôle humain, puisqu'on a mis les ordinateurs pour jouer. Ce qui fait que lorsqu'il y a une baisse, la baisse s'accentue parce que ce système induit des mouvements brusques. Et à la vitesse de la lumière. Et à la vitesse de la lumière, c'est le trading à haute fréquence, et les gens jouent dans ce système. Alors, on le voit comme un jeu à part, pas du tout. C'est quelque chose qui imprègne toute l'économie. Et tout parti politique aujourd'hui qui ne met pas en cause cela n'est pas sérieux, ou alors il est complice du système. Et on l'a vu avec les socialistes en France et leur réforme bancaire, qui n'est pas une réforme bancaire, qui est une sorte de réforme qui touche à peu près 1 à 1,5%, ça a été avoué par Frédéric Oudéa de la Société Générale, de ce que font les banques. Donc les banques peuvent continuer à spéculer avec la garantie que leur donne l'État qu'en cas de difficulté, l'État interviendra pour les renflouer. Quand on dit « mon ennemi, c'est la finance », c'est tout faux, ça. Quand il dit « mon ennemi, c'est la finance »,
Il a dit après. Oui. Michel Sapin a dit, mon ami, c'est la bonne finance. Oui. Donc, on se moque du monde. Oui. Mais, parce qu'il a dit, mais il y a une bonne finance. Oui. Non, il n'y a jamais de bonne finance en soi. Il y a une finance qu'on met au service de la production et qu'on met au service des peuples. Et là, c'est plutôt les peuples et la production qui sont asservis à la finance. Donc il faut savoir de quoi on parle. Et M. Sapin le sait, mais il n'a pas le courage d'affronter qui il devrait affronter. Parce que le grand chantage, c'est de dire « mais tout se concentrera à Londres et à Washington ». C'est un peu le raisonnement que faisait Pétain en disant si on défend que les choses se fassent en France, elles se feront pas à Berlin dans l'Allemagne nazie. Et on disait faisons un peu ce que les autres désirent pour pas avoir une domination directe, ça sera une domination indirecte. Aujourd'hui, je m'excuse de cette comparaison, elle est sévère, mais c'est cela, on se soumet à une comparaison indirecte. Et vous voyez, aux États-Unis, c'est absolument scandaleux. La Chambre des représentants et le Sénat viennent de voter un budget pour permettre aux États-Unis de continuer. Mais il y a une disposition dans ce vote, dans cette loi, qui permet de passer ce bill, comme on dit là-bas, cette loi, qui dit que une des réformes prévues dans une loi qu'on appelait Dodd-Frank, qui est interdit au FDIC, qui est l'organisation aux États-Unis qui assiste les institutions financières quand elles sont en difficulté, on interdisait au FDIC d'assurer, de permettre aux banques d'être assurées pour les fameux credit default swaps, qui sont des assurances prises en cas de faillite d'entreprise ou d'État. Eh bien, sur un document qui est connu, rédigé par Citigroup, lui-même, c'est cette banque qui l'a rédigé, on a fait sauter cette disposition. Donc il n'y a plus rien maintenant qui retient les banques, même cette disposition qui était secondaire. Il n'y a plus aucun filet de protection. Non. Alors il y a une opposition maintenant, ça c'est la bonne nouvelle, une opposition même aux États-Unis. Elizabeth Warren, qui est une sénatrice américaine, a dit « enough is enough », il y en a assez, il y en a marre. On ne peut pas continuer à soutenir les grandes institutions financières. Et c'est une démocrate, et elle a osé dire Obama a été engagé dans ça. Il a fait, disons, tous ses efforts avec Jamie Dimon, qui est le dirigeant de JP Morgan. Les deux sont mis à appeler les sénateurs pour qu'ils votent bien, en faveur des institutions financières, en faveur de Wall Street. C'est-à-dire qu'Obama s'est révélé le continuateur, nous on le savait depuis longtemps, mais là c'est public, c'est connu, le continuateur de la famille Bush. C'est-à-dire c'est exactement la même tendance sous des formes différentes. On l'a mis au pouvoir parce qu'il était plus présentable que les Bush. Mais maintenant, il pense mettre au pouvoir Jeb Bush, qui est un des frères de Bush, qui est de la Floride, et qui est un des principaux signataires et organisateurs du programme pour un nouveau siècle américain. Et ce programme pour un nouveau siècle américain, vous pouvez voir dans ces projets tout ce qui a été fait depuis dans la politique étrangère et même intérieure américaine découle de cette conception. Et l'autre signataire, mais aussi l'organisateur de ce programme, s'appelle Robert Kagan. C'est le mari de la fameuse Victoria Nuland, qui avait dit à propos de l'Ukraine, faisons un coup, mettons Yatsenyuk au pouvoir, et il y est. Le coup d'État en Ukraine, lancé par ces institutions anglo-américaines avec la complicité de l'Union européenne, Yatsenyuk est au pouvoir, et quand on lui a dit, mais l'Union européenne serait peut-être un peu gênée, il a dit, fuck the European Union, que l'Union européenne allait se faire foutre. Et l'Union européenne n'a même pas eu l'honneur de se rébeller et de critiquer. Donc on a une Europe aujourd'hui qui est une Europe soumise à ce système financier anglo-américain, monétaire, mondial, et qui est une Europe qui n'est plus l'Europe telle que nous l'avons connue, c'est une fausse Europe dont il faut sortir. Et justement, vous parliez de Walmart tout à l'heure. À la faveur du traité transatlantique, qui est en discussion de manière un peu sournoise d'ailleurs. On me dit même qu'à Strasbourg, il y a 3/4 des députés ne peuvent pas rentrer dans le Sénat, où on discute. Non, on ne peut pas rentrer, mais la Commission a publié sa feuille de route et les Américains, non. Alors on dit les Américains, c'est vrai, c'est l'État américain. Mais en fait, si on va favoriser les multinationales, puisque une société multinationale, si elle trouve qu'un État a mal fait, c'est-à-dire qu'il s'est opposé à la concurrence dite libre et non faussée, c'est-à-dire la concurrence, disons, organisée pour être monopolistique. Si un État s'est opposé à ça, une société multinationale, puisqu'elle opère à l'échelle du monde, peut attaquer l'État. Pourra venir et attaquer l'État devant un tribunal d'arbitrage, même pas un tribunal d'État. Oui.
C'est scandaleux. Plus, évidemment, toutes les contraintes environnementales qui sauteront. On ne négocie pas non plus sur les dispositions financières. C'est-à-dire que c'est un traité qui vise à répandre cette monde de la City et de Wall Street dont je parle à l'échelle du monde entier. Oui. Et donc, tout ça... Il y a un traité transpacifique qui va faire la même chose. Heureusement, les Chinois résistent. Mais ça va se faire, ça. Non, je pense que ça ne se fera jamais. La crise viendra plus tôt et les négociations pourront pas évoluer aussi vite qu'on le voit. Même un conservateur en France, quelqu'un comme Jean Arthuis, a publié dans le Figaro un article, d'ailleurs très bien fait, pour montrer pourquoi il ne faut pas signer ce traité. Donc il y a un front de résistance là aussi qui apparaît, comme il apparaît aussi aux États-Unis, de gens venant parfois d'horizons politiques différents, mais qui s'opposent à ce genre de mainmise. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la Russie que l'on a mis un peu de côté dans notre diplomatie. Il faudrait parler du pétrole, je ne sais pas si vous allez en parler maintenant. Oui, mais on va en parler tout de suite. Alors que ce qu'on a fait à la Russie, on veut que la Russie, dans un premier temps, puis la Chine, s'incline, c'est-à-dire qu'elle participe à cet ordre monétariste mondial. Donc, on a lancé des opérations contre la Russie. On oublie qu'en 1990, puis ensuite, c'était Gorbatchev, puis ensuite à Yeltsin, on a dit, on obtient votre accord pour la réunification de l'Allemagne, mais à condition que l'OTAN s'arrête aux frontières, ce qui était l'Allemagne occidentale. Puis on a dit, même l'Allemagne orientale, les Russes l'ont admis à l'époque, mais pas dans d'autres pays, que l'OTAN ne vienne pas aux frontières de Russie. Et on a violé cet accord, l'OTAN est allé dans les pays baltes, en Pologne, on a fourni des moyens militaires à ces pays-là, et voilà, on comprend que les Russes, lorsque la menace de cela vient en Ukraine, ils n'aiment pas beaucoup et se révoltent. Donc Poutine s'est révolté. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, il représente les intérêts de la Russie et il est plus modéré que d'autres qui veulent une grande Russie anti-européenne. Lui, non. Narishkin, qui est le président de la Douma, a dit « on veut une entente entre l'Europe occidentale et la Russie ». Il y a un problème avec les Russes que n'ont pas les Chinois, qui comprennent mieux, c'est qu'ils voient les États-Unis comme l'ennemi, le peuple américain, le territoire américain. Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est Wall Street, c'est ces gens qui ont pris en otage le territoire et le peuple américain. Et mon ami américain, Lyndon LaRouche, a été et sera l'ennemi de ces gens-là. Et il propose notre ordre, qui est ce que proposent les BRICS. Alors, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et maintenant s'ajoute de II, l'Iran, l'Indonésie, puis d'autres pays, l'Argentine, l'Équateur, le Venezuela, la Colombie pas encore, mais un certain nombre de pays d'Amérique du Sud s'y ajoutent. Et vous dites que nous, on a intérêt à s'accrocher à cet attelage. Oui, s'accrocher, non. Je dirais pas, on n'est pas là pour s'accrocher, on est là pour travailler avec eux. Oui. Moi, je suis partisan de m'accrocher à personne. Un esprit d'indépendance. Hein. Oui. C'est l'esprit d'autodétermination, d'indépendance. Oui. Non, mais on doit travailler avec eux, parce qu'on ne peut plus travailler tels qu'ils sont avec ce que sont l'Europe et les États-Unis. Il faut travailler avec ces pays. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a deux mondes actuellement. Un monde de la spéculation financière et qui va vers des mesures plus, disons, draconiennes ou sévères. JP Morgan l'a dit dans un rapport l'an dernier, qui dit que, évidemment, il faudra imposer la modération salariale et dissiper certaines illusions qu'ont les retraités. Oui, mais c'est le discours actuel, et même dans la politique française. Pour ça, les moyens habituels ne marcheront pas, parce que il y a des constitutions qui protègent les peuples, elles datent de la lutte contre le fascisme, il y a également des lois qui protègent les acquis sociaux. Il faut peu à peu se débarrasser de tout ça. Et ils disent, on ne pourra pas le faire par les moyens habituels, donc réfléchissons par quels autres moyens on pourra le faire. Ça veut dire moyens policiers et les moyens d'influence. Alors, le cas test, c'est la Grèce, où on est en train directement de le faire. On a vu des manifestations en Grèce et en Espagne, même d'handicapés, qui font l'objet d'une répression policière. Et on essaye de faire en sorte que les institutions de l'État, complices de ces institutions financières internationales, prennent parti contre leur propre peuple. Nous sommes dans ce cas de figure ici en France aujourd'hui. En France, c'est un peu plus compliqué. Oui. En Allemagne aussi. Merkel est une très mauvaise dirigeante, François Hollande aussi. Ce sont des gens, vous savez, plastiques,
qui s'adaptent. On parlait à la fin de l'Union soviétique des hommes de caoutchouc. C'est un peu une femme de caoutchouc et Hollande un homme de caoutchouc. Elle est en plus autoritaire et probablement plus perverse. Donc ces gens-là s'adaptent à un système. Mais à un certain moment, ils voient ce qui lui tombe dessus, comme Hollande. Et que fait Hollande? Il va voir Poutine, à Vnukovo, à quelques centaines de mètres d'où est mort Christian de Marjolin. Pourquoi il est allé voir Poutine l'autre jour? Parce qu'il a peur de quelque chose? Non, il voit bien que les Américains, qui croyaient-ils seraient ses amis, ne lui veulent pas du bien. Il y a beaucoup de gens, y compris dans des cercles rapprochés de Hollande, qui se disent il y a du danger. Donc c'est pas par grand humanisme ou d'autres sentiments politiques peut-être plus, disons, proches de l'intérêt des peuples qu'il y va, mais parce qu'il sent qu'il y a une menace même pour lui. Il a bien vu que l'ambassade de France aux États-Unis, à Washington, a eu des appels presque quotidiens pour lui dire il ne faut pas vendre les Mistral aux Russes, il faut annuler ce contrat. Et Mme Merkel l'a relayé d'ailleurs, elle a dit il ne faut pas prendre ces Mistral aux Russes. Et vous avez lancé l'opération Mistral. Alors l'opération Mistral, c'est différent. Il dit il faut sortir de ce dilemme. Et c'est de dire ces Mistral, on pourrait, c'est un peu tard aujourd'hui, mais pas en Sierra Leone, c'est pas trop tard. On pourrait les reconvertir en hôpitaux, avec 49 lits, et les envoyer avec un équipage mixte, français et russe, au Sierra Leone. Ils ont des hélicoptères pour aller jusque dans la brousse, pour s'occuper des gens qui souffrent d'Ebola. Et ça serait une façon, je dirais, humaine, et en même temps politiquement élégante, de résoudre le conflit. Et puis, à terme, on sait bien qu'on est en train de fabriquer le Sébastopol, qu'il est prêt à sortir, c'est le numéro 2, il y a le Vladivostok, c'est le premier et le second, et puis, qu'un jour ou l'autre, il faudra bien les vendre aux Russes, parce que qui d'autre les achètera? On a pensé que le Canada, que l'Union européenne, personne ne veut acheter ces bâtiments, parce qu'on ne veut pas que la France ait une politique qui lui permette d'être indépendante. Ça, c'est le fond des choses. On veut éradiquer de France toute notion d'indépendance nationale telle que l'avaient eu les gouvernements d'après-guerre, telle que l'avait eu le général de Gaulle, et telle que, dans une mesure bien moindre, l'avaient eu certains ministres comme Hubert Védrine de François Mitterrand. Donc on veut éliminer tout ça et avoir une France soumise. Eh bien moi, je dis, la France dont le monde a besoin, c'est une France debout, et une France qui va avec ces pays des BRICS, et une France en particulier qui établit avec la Chine des relations qui ont été, je dirais, presque millénaires entre la France et la Chine, parce que la route de la soie, elle aboutissait où? Elle aboutissait entre autres à Lyon, qui était la ville de la soie. Donc, d'ailleurs, Xi Jinping, quand il était à Lyon, il a établi ce point, il l'a dit. Donc, mais on doit se faire prendre plus au sérieux par les Chinois. Il faut défendre notre industrie, il faut défendre ce que nous produisons. Et c'est là que des accords peuvent être faits, à condition que les Chinois ne pensent pas que la France est un sujet de ce monde anglo-américain dont les élites anglaises, j'ai vraiment fait un exposé sur les racines britanniques du terrorisme international. Alors évidemment que c'est concocté ou suivi depuis les États-Unis en grande partie aujourd'hui, mais c'est la matrice britannique qui était la matrice coloniale et impériale britannique. Et ce qu'on voit dans ce monde de la City et de Wall Street, c'est un monde dont la façon d'opérer découle de ce impérialisme, je dirais, britannique, qui est très différent de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni comme pays. C'est deux choses différentes. Ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Quelqu'un à qui j'exposais ces racines du terrorisme qui était britannique me disait « Oui, mais l'Angleterre, elle a produit Shakespeare, c'est un si beau pays. » C'est tout à fait autre chose. Oui, elle a produit Shakespeare. Mais à la fin de la tempête de Shakespeare, le héros dit « Il faudra arrêter ces techniques de manipulation qui déjà commencent à apparaître à la fin du règne de la reine Élisabeth au XVIIe siècle, au XVIe et XVIIe siècle. » Donc, il y avait même en Angleterre une conscience de ça. Il y a des gens à la BBC qui luttent contre ça. Donc, il faut rétablir un sens digne de la nation aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve ce qui est notre véritable histoire, et que cette histoire nous conduit vers le monde. Elle ne nous conduit pas ni vers un repli national, ni à une soumission vers une sorte de multinationalisme prédateur et qui nous mène à la guerre. Et précisément, est-ce que nos élites ne sont pas aujourd'hui en train de nous conduire au suicide? Ça dépend de ce que vous appelez nos élites. Je pense que ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Ceux qui détiennent le pouvoir
sont un peu dans un monde comme les aveugles dans le tableau de Bruegel. On voit le premier aveugle qui tombe dans un trou et tous les autres qui suivent. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Nos élites ne sont pas au commandement, elles sont suivistes. Et le peuple français en a assez, je crois, aujourd'hui. Et on a publié un grand article dans le journal du dimanche, on a vu un grand article dans le journal du dimanche, disant que les Français voulaient du Merkel, que 64% ça fait 3 ans qu'on entend aimaient ça. Merkel et 72% voulaient les réformes de Schröder et de Merkel, dont François Hollande avait fait l'éloge quand il était en Allemagne. Vous savez, il récite encore les cours de Sciences Po des dernières années du XXe siècle et n'est plus au courant de ce qui s'est passé depuis. Économiquement, ces gens-là n'ont aucune formation. Si, certains d'entre eux en ont, comme Emmanuel Macron, il a une formation, mais il est tellement dans le système qu'il met son intelligence et son talent à servir le système au lieu de le combattre. C'est ça son problème, hein, Emmanuel Macron, qui est probablement le plus intelligent de tous les ministres et le plus au courant. Il est jeune, il est... C'est l'hommage de Cheminade à Macron. C'est un hommage, disons... désagréable pour lui. Oui. Parce que qu'est-ce qui est pire, être un ignorant et servir un système, ou être un homme intelligent et servir un système? Oui. Je vous laisse le choix. Voilà. Et dans ce gouvernement-là, si vous voulez, on voit qu'ils ne comprennent pas la situation du monde. Ce que quelqu'un a dit, ces gens-là voyagent en TGV, ces gens-là prennent les autoroutes, ils connaissent pas la France des nationales, ils connaissent pas la France des corails. Peu. Ou alors quand ils y vont, comme Hollande allait en Corrèze, c'est pour être reçu, c'est pour être choyé, c'est pour être gâté. Ils ne connaissent pas la souffrance d'une France qui est en train, de plus en plus que Florence Aubenas décrit dans son livre en France, qui est avec un certain talent et un peu de démagogie, dont la France est en train de souffrir, et une France qui souffre vraiment. Et si vous avez... Vous la connaissez, vous allez au cœur du système? Oui, je la connais. Au cœur de ce système-là? Je la connais, par exemple, en circulant dans le Cotentin, où j'allais voir des maires, où j'allais voir des producteurs, j'ai vu le désastre. Vous avez, dans des villages, dans des villes, pas à Cherbourg, mais ailleurs, 4, 5, 6, 7, 8, 10 maisons à vendre, même chose autour de Saulieu, même chose à Montpezat de Quercy. Je traverse Montpezat de Quercy, il y avait toujours les chats qu'on choyait à Montpezat, c'était sympathique, mais qu'est-ce que je vois? C'est la même chose dans les Yvelines, par exemple. 4, 5, 10 maisons à vendre, oui. Et dans les banlieues. Oui. Dans les banlieues, vous avez aussi cette ce qu'on appelle la gentrification, la gentry au sens anglais, c'est-à-dire des lieux qui auparavant étaient occupés, comme même le 20e arrondissement où j'habite à Paris. Quand je suis arrivé en 1978, c'est un arrondissement relativement pauvre. Aujourd'hui, vous avez tous les magasins, vous avez tout ce qui s'est étendu là, et en banlieue, pareil. Donc peu à peu, on repousse loin de la ville les gens qui n'appartiennent pas à ce boboland des services. Et ces gens sont repoussés en dehors de la ville. Et vous avez des gens, moi je l'ai vu, quand j'étais autour de Sens et autour d'Auxerre, des gens qui passent 5 heures aller-retour dans les transports en commun. Nos dirigeants méconnaissent cela. Méconnaissent complètement cela. Ils ne savent pas. Et ils méconnaissent, donc la France de base, la France intérieure, mais méconnaissent aussi les relations internationales. Ils ne comprennent pas comment opère ce système financier international. Ce que j'essaye d'expliquer sans cesse, et que certains Français commencent, eux, à comprendre. Ils commencent à comprendre. Qui le comprend aujourd'hui? Généralement, tous les gens intéressés à le servir. Et il faut le rendre sa compréhension au peuple. Et c'est ce que j'essaie de faire constamment. Alors, ce qui avait eu lieu en Martinique et en Guadeloupe, et ce qu'on avait attaqué sous le nom de profitation, il faut le pousser plus loin, l'analyse, et montrer que ce ne sont pas seulement les gens qui tiennent le commerce de l'essence, les béquets qui tiennent le commerce de l'essence, ou les béquets qui tiennent la distribution. Ça va au-delà, c'est les banques qui les sponsorisent. Alors si on prend la France, c'est simple. On avait beaucoup montré du doigt à cette occasion le système bancaire. Oui, mais on n'est pas remonté assez loin. Oui. Si vous remontez, vous trouvez au premier rang ce que mon ami Gaël Giraud, l'économiste, dit, il faut construire une nouvelle nuit du 4 août. On trouve les 4 grandes banques françaises qui sont en réalité dans une mauvaise situation financière. Elles ont passé les tests de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, du mouvement européen divers, des institutions européennes diverses, mais elles l'ont passé, je dirais, par complaisance. Tout le système était organisé pour qu'elles le passent. Donc nous avons donc 4 grandes banques qui, elles, opèrent en lien direct avec les banques de la City et de Wall Street. C'est pour ça que BNP Paribas, par exemple, a au bilan 2000 milliards par rapport
à des fonds propres qui sont à peu près de 3 à 4% de cela. C'est-à-dire qu'elles couvrent pratiquement rien. Donc elles sont à la fois très vulnérables et très puissantes. Donc ces 4 grandes banques opèrent en symbiose, opèrent en union avec les sociétés du CAC 40. Et chacune a au moins 1 ou 2 personnes dans chaque conseil d'administration de sociétés du CAC 40. Et moi je dis, voilà, pas parce qu'ils sont, mais parce qu'ils font, voilà l'ennemi. Voilà les compradors, comme on disait à une époque, en France, oui, la de cet ordre comprador financier et monétaire international. Oui. On utilisait le même comprador pour les Chinois qui jouaient le jeu de l'Empire britannique ou partiellement et en junior français. Donc voilà ce à quoi il faut s'opposer. Alors aujourd'hui, il y a cet essor, cet élan qu'on trouve dans les BRICS, qui l'ont fait d'abord pour se défendre. C'était au Brésil en avril 2010. Puis aujourd'hui, après la réunion de Fortaleza, en juillet 2014, on n'en parle presque pas dans la France, on ne l'explique pas. Si, le Monde l'explique enterré dans les pages d'économie, qu'il n'y a que des experts, disons, qui n'ont pas beaucoup de sympathie pour les pays du tiers-monde, qui les lisent. Je ne devrais pas dire du tiers-monde, d'ailleurs, je devrais dire du monde émergent, ou des successeurs de ce qu'on appelait les non-alignés. C'est ça qui est en train de se passer, qui est en train de réapparaître. Et on peut ne pas aimer tel ou tel aspect de ces régimes, mais ils sont orientés vers le développement et la croissance économique. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et ils ont passé des accords entre eux. Alors, des accords en créant des banques comme les Chinois, des banques parallèles, une banque des infrastructures, une banque pour l'Asie, une banque internationale de développement, avec des sommes importantes, 100 milliards, 50 milliards. Et ils ont créé aussi un fonds monétaire de défense de leur monnaie et de leur système financier pour pouvoir établir ce système de production dans l'économie réelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la prise de conscience de ce que quelqu'un que j'aime beaucoup, 2 Africains que j'aime beaucoup, Joseph Tchungyang Poemi et Agboou, je crois qu'il s'appelait Nicolas Agboou. Ces deux-là, on dit, on est dans une période d'esclavage monétaire. À l'esclavage physique, et il y en a encore. On dit qu'en France, il y a encore 8000 personnes qui vivent dans une situation d'esclavage. Généralement des domestiques de différents pays, mais que la France tolère ou encourage, parce qu'on est ami du Qatar, on est ami de l'Arabie Saoudite, et que Hollande, qui est pour la libération de la femme, dit en même temps, il faut un partenariat de référence avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est invraisemblable. Bon, je ferme la parenthèse. Ce que je dirais sur ça, c'est que on a cet esclavage qui est devenu monétaire, financier, et qui tient les gens et qui tient l'esprit des gens. Si vous voyez tout ce qui est fait dans les jeux vidéo violents, dans les émissions télévisées, dans toutes les images que voient les gens, c'est généralement des images pessimistes, de violence et de catastrophes naturelles. Et on n'en montre pas ce que réalise de bon l'être humain. Et on crée ainsi un pessimisme induit. Moi, une des choses qui m'ont éclairé sur l'évolution qu'allait subir le monde, c'est quand j'ai rencontré Lyndon LaRouche aux États-Unis, donc c'était en 1974, je n'ai pas rencontré physiquement alors, j'ai lu ce qu'il écrivait, et j'ai trouvé que sur le fond, il avait mis le doigt sur un point absolument fondamental, parce qu'il le voyait du point de vue de ce que l'économie, c'est la création humaine, c'est assurer un avenir à nos enfants et petits-enfants. Alors, ce qu'il disait à l'époque, c'est qu'il y avait d'un côté une spéculation financière qui se développait, une économie de plus en plus à court terme, qui était prédatrice, qui exploitait ce qu'on pourrait faire à moyen ou long terme pour changer ou développer la société. Donc là, régnait le court terme de plus en plus économique. On l'a vu depuis, c'est devenu, avec ce trading à haute fréquence, c'est devenu délirant. C'est devenu, on dit, la finance folle, mais elle est vraiment folle au sens clinique, psychanalytique du terme. Et de l'autre côté, il disait, il y a une sous-culture qui se met en place, ou une contre-culture, qui, elle, joue la carte du sexe marchandise, soi-disant la libération sexuelle, qui joue la carte de la musique bruit, qui joue la carte, même à l'époque, de la libération par la consommation de drogue. Ce qu'on disait à l'époque, on ne le dit plus, on n'ose plus le dire. Donc là, c'est une culture du court terme aussi, du flash, de la sensation, du rythme, de l'immédiat. Donc, dans les deux cas, le dénominateur commun, c'est le court terme. Et on met les gens, comme disaient les Chinois, hein, on met les gens dans un état tel que si on leur montre la lune, ils regarderont le doigt. Et c'est ça ce que veulent
ces institutions. Il y a des études qui ont été faites, en particulier à l'université d'Oxford, mais pas seulement, par l'Institut Tavistock en Angleterre, qui ont étudié comment on pourrait faire des révolutions de couleur. Et Gene Sharp, qui est un de ceux qui les a étudiés, a prononcé le terme, il y a déjà 20 ans, de révolution de couleur dans chaque État pour une désobéissance civile qui libérerait les forces. C'est ce qu'on a vu en Ukraine, qu'on a encouragé en Ukraine, avec derrière, évidemment, les milices d'extrême droite qui viennent, les Pravi-Sector et autres mouvements avec lesquels, à une époque, Jean-Marie Le Pen fraternisait et que maintenant sa fille, soi-disant, critique. Tout est toujours organisé. Tout n'est pas toujours organisé. Non, non. Il y a des gens en place qui organisent les choses pour établir et conserver une domination sur l'économie et sur les êtres humains. Maintenant, ils peuvent être combattus, et plus ils procèdent, plus ils avancent, plus ils s'exposent. Donc plus ils créent du mécontentement. C'est à nous d'instruire et de développer et d'inspirer les mécontents pour que le peuple remonte sur la scène. Vous savez, à la fin du Fidelio de Beethoven, vous avez, c'est le seul happy end dans un bel opéra. D'habitude, les happy ends, c'est Hollywood, et ça rassure. Là, ça rassure pas du tout. Dans Beethoven, ça exalte. Le peuple monte sur la scène et déclare « il nous faut la liberté ». Et il faut que les citoyens puissent remonter sur la scène et être à nouveau des citoyens, pas des moutons de la soumission volontaire. C'est ça le grand défi devant lequel on est aujourd'hui. Et je pense que de ce point de vue, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, peut-être même à Mayotte, où c'est plus difficile, parce qu'on a vraiment coupé un cordon ombilical entre Mayotte et le reste de l'archipel des Comores, on retrouvera aux marges du système des gens qui sauront dire non peut-être davantage qu'au centre du système. Donc il faut penser à cela. Il faut penser à cela en voyant ce qui est fait par un Correa en Équateur, un Morales en Bolivie, ou ce qu'avait fait un Chavez à sa façon au Venezuela. Et même Michelle Bachelet a dit, la dirigeante du Chili, qui est beaucoup plus modérée, entre guillemets, elle a dit il faut se joindre aux BRICS et le Chili va se joindre aux BRICS. Oui. Ça, c'est une grande rupture avec le système libéral qu'avait mis en place Pinochet. C'était un libéralisme militaire, puis ses successeurs ont eu un libéralisme civil, et maintenant on est en train de rompre avec ce libéralisme-là, qui est en fait une dictature financière, de bout en bout. De bout en bout. Je voudrais qu'on parle du pétrole un peu. Il monte, il baisse aujourd'hui. Ah, il baisse. Il est plutôt à la baisse aujourd'hui. Ah, c'est compliqué, l'histoire du pétrole, et c'est en même temps très simple. Vous avez la demande à l'échelle du monde qui tombe. Donc, les gens raisonnables vous dites c'est normal que le prix du pétrole baisse. Le prix du pétrole est en réalité fixé sur des marchés de spéculation où on pousse encore davantage à la baisse. Alors, pourquoi? Bon, d'abord, évidemment, parce qu'il n'y a pas des intérêts économiques de production réelle qui soient là pour les acheter, puisque l'économie devient de plus en plus financière et de services. C'est la première raison fondamentale. Maintenant, il y en a une deuxième. C'est le pari de certains millions anglo-américains de mettre en particulier la Russie à genoux. Donc, on dit, voilà, on fait monter, dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait auparavant, le prix du pétrole est monté, maintenant on le fait descendre. Et le voilà à moins de 60 $ le baril aux États-Unis. Donc, on espère que la Russie, qui dépend pour une très grande partie de ses exportations du pétrole, aura des difficultés. Et l'ANA, on a parlé du lundi noir en Russie hier. Donc, il y a des difficultés. Mais, en même temps, on pense que ça ira vite. C'est pour ça que la crise vient vite. Que ça ira vite, parce que la Russie, en quelques mois, pourra être mise, disons, en situation de devoir s'incliner, se soumettre, et on pourra peut-être changer de régime en Russie. Ces gens-là visent un changement de régime. Et ils seraient plus arrangés par des durs que par Poutine lui-même. Ça ferme une parenthèse. Donc, en même temps, ce que ces intérêts voient bien, c'est que cette baisse du prix du pétrole ruine tout le secteur de cette économie folle de l'huile de schiste, comme on dit, du gaz de schiste. Aux États-Unis. Aux États-Unis, qui ont pris des crédits à des taux très élevés, 6 à 7%, ce qui est aujourd'hui un taux très élevé, pour emprunter et faire leur trou et détruire une partie de la nature, pour avoir une rentabilité très rapide. Au début, c'était rentable, maintenant, ça ne l'est plus. Et ça l'est d'autant moins qu'au bout de 3 ans, un puits qu'on a creusé livre au maximum 20%
de ce qu'ils livraient au départ. Donc on a creusé, on a on creuse. Et il faut... Et ça coûte. Voilà. Et les sociétés sont surendettées. Oui. Donc il y a un surendettement comme pour les subprimes. Hein. À l'époque, on vendait aux pauvres gens des appartements avec des crédits qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Vous voulez là, dire on s'est mis à exploiter avec des crédits qu'on ne pourra jamais rembourser. Voilà, vous voulez dire que la nouvelle crise viendra de là? Non, je veux dire que là, il y a un paquet de 500 milliards. Donc, qu'est-ce qui se passera avec le pétrole? Je ne sais pas. Mais c'est un élément potentiel d'une crise. Parce que 500 milliards, c'est moins que ce qu'étaient les subprimes à l'époque, qui étaient beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais bien plus. Mais à l'époque, il y avait moins de produits financiers dérivés, moins de paris sur les prix en général dans l'économie qu'aujourd'hui. Alors, certains, les évaluations, c'est 40% à 100% de plus de produits dérivés. Certains disent qu'il y a dans le monde 1 million de milliards de produits dérivés, d'autres disent que c'est 2 millions de milliards. On ne sait pas, en réalité. Et les ordinateurs eux-mêmes, probablement, ne le savent pas, dans ce système complètement fou qu'on a laissé se mettre en place. Donc, dans ce cas, une simple déstabilisation, un grain de sable, comme sont ces 500 milliards par rapport à 1 million ou 2 millions de milliards, suffit à dérégler le système. Donc on fait tout pour empêcher que ça se dérègle, et on veut démettre de l'argent à tout va pour le faire. C'est ce qu'on a dit à la Banque Centrale Européenne, d'où les fonds monnayeurs. Mais, à partir d'un moment, ça devient très difficile, et on sait qu'il y aura des gens qui chercheront des refuges, par exemple sur l'or. Or, il y a une mesure qui a été prise récemment, dont on a assez peu parlé, qui met des coupe-feux à toute hausse possible du prix de l'or. 100 $, l'or vaut à peu près 1200 $ l'once, 100 $ d'augmentation, coupe-feu. Puis on recommence, 100 $, coupe-feu. Puis 100 $, coupe-feu, 4 fois. Donc, c'est bien qu'on se doute qu'il doit y avoir une hausse du prix de l'or, et qu'on veut l'éviter. Et jusqu'à maintenant, les banques centrales avaient prêté leur or à ce qu'on appelle les banques de l'or, les bullion banks, dans l'argot de la profession, qui elles-mêmes vendent à terme de l'or pour éviter que le prix de l'or augmente. Et actuellement, avec un résultat que pour 1 kilo d'or physique, il y en a 100 d'or papier. Donc ce système est extrêmement vulnérable là aussi. Vous voyez, pour vous montrer les points de vulnérabilité. Donc on en est là. Et en même temps, il faut bien voir que dans la loi Macron, on en revient à la France, on dit « Ah, c'est loin de la France, c'est général ». Non, pas du tout. Dans la loi Macron, qui doit passer très vite, le 10 janvier au Conseil des ministres, et au plus tard en mars au Sénat. On veut faire vite. Hein. Dans cette loi Macron, il est établi qu'en cas de règlement judiciaire, on ne dit pas faillite, hein, on dit règlement judiciaire, les créanciers pourront se voir imposer, en règlement de leur créance, une participation au capital de l'institution. Bon. Est-ce qu'un déposant dans une banque est un créancier? On a dit oui en Espagne, on a dit oui à Chypre. Donc là, on peut en déduire que ce serait le cas. Donc les déposants risquent de voir, en cas de difficulté des grandes banques européennes ou américaines, les déposants risquent de voir, c'est ce qu'on appelle le bail-in, le renflouement intérieur, risquent de voir leurs actifs ruinés. Puisque oui. C'est ce qui est arrivé en Espagne avec une banque, Bankia. Donc c'est arrivé une fois déjà. Donc on a un exemple. Donc ça peut arriver à n'importe quel instant. Et pourquoi on se dépêche tellement à mettre en place la loi Macron? C'est qu'on doit se douter, on a parlé des 12 dimanches au lieu de 5, ce qui est un problème. Ne pas respecter le dimanche, pour moi, est un problème. Mais enfin, c'est un problème relativement secondaire par rapport à cette mise en place d'un système qui permet de reprendre aux gens, de piller leurs dépôts, de reprendre aux gens leurs économies, pour que ça puisse avancer encore quelque temps. Vous voulez dire par là qu'ils vont puiser directement dans les porte-monnaies des citoyens? C'est ce qu'ils veulent, le FMI l'avait dit. Oui. On pourrait instituer une taxe de 10%, alors comme c'est le FMI, ils ne peuvent pas le dire de cette façon, seulement au-dessus d'un certain niveau. On dit, par exemple, en France et en Europe, que les dépôts seront protégés jusqu'à hauteur de 100 000 €. C'est 100 000, oui. Alors, on a créé pour ça un fonds de résolution européen, abondé et pourvu par les banques et l'État, mais surtout les banques. Mais ça sera 50 milliards en 2024. Donc, on a nommé cependant une présidente de ce fonds de résolution dès maintenant. C'est une Allemande qui a 60 ans. Donc,
tout de suite, on a ce fonds de résolution pour les faillites. Pourquoi dire son âge, ça a une signification dans votre esprit? Pardon? Pourquoi dire son âge, ça a une signification? Non, c'est pas dans votre esprit? c'est un problème. Oui. Si on a nommé à cet âge-là et qu'elle doit partir à 65, oui. c'est qu'on pense bien que quelque chose se passera entre 60 et 65. Et à mon avis, ce quelque chose risque bien d'être en 2015. Beaucoup de gens le disent. Je ne sais pas d'où ça viendra. Ça viendra probablement d'un grain de sable imprévu dans le système, tellement le système est vulnérable. Et pas là où on l'attend le plus. Mais ce système est un système, c'est comme un mort vivant. Il y a beaucoup de poésies qui ont été écrites sur des gens qui sont des morts vivants. Là, on a ce système, c'est un mort-vivant. Donc il faut le remplacer par autre chose. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut faire comme Roosevelt l'avait fait en 1933, et comme nous-mêmes l'avons fait après la guerre, en 1945, il faut un système qui sépare d'un côté les banques de dépôt, qui gèrent les crédits et les paiements, qui gèrent les dépôts, et de l'autre côté, les banques qui investissent sur les marchés financiers. Ça fait 6 ans qu'on en parle. Il faut le couper, ça fait 6 ans qu'on en parle, on ne fait rien. Alors aux États-Unis, Elizabeth Warren, qui est la sénatrice dont je vous ai parlé, elle est intervenue, elle a dit c'est ça qu'il faut. Oui. We are at a Glass-Steagall moment. On est le moment où il faut faire un Glass-Steagall. Alors pour l'instant, elle n'est pas suivie, mais enfin, il y a quand même 40 sénateurs aux États-Unis et 206 représentants qui ont voté contre ces textes qui ont été mis en place pour prolonger le système financier. Alors certains l'ont fait pour de bonnes raisons, d'autres pour moins bonnes raisons, mais il y a une opposition qui se dessine. Et en France aussi, vous prenez la plupart des économistes qui contestent le système, ils vous diront qu'ils sont pour un Glass-Steagall. Mais politiquement, ils ne sont pas prêts à se mouiller et ils ne sont pas prêts à penser que leurs idées pourront avoir un prolongement politique. Ils ne sont que heureux d'émettre ces idées. C'est un des problèmes qu'on a en France. On ne passe pas au combat dans le monde réel, on ne veut pas se salir les mains, on reste là à dire des choses. Nous, on veut se salir les mains et on combat ce système-là en disant il faut un Glass-Steagall. Maintenant, il faut revenir à une politique de crédit public à l'échelle française et européenne. Une politique de crédit public, ça veut dire qu'une banque nationale peut prêter en anticipation d'investissements futurs à un fonds représentant l'État qui distribue ce crédit aux entreprises publiques et aux entreprises privées pour le futur. Et la base d'une économie, c'est pas l'épargne, c'est pas les impôts, c'est le crédit en anticipation d'un développement futur. Ah, c'est pas le crédit à la consommation, c'est pas le crédit pour acheter les gens, c'est un crédit pour recréer un investissement futur qui remboursera ce qu'on a investi pour le crédit et remboursera au-delà, en créant un environnement de développement. Donc, ce fameux Glass-Steagall, qu'on pourrait appeler en France couper les banques en deux, mais pour créer les conditions où celles qui sont en faillite et qui ont investi sur les marchés soient éliminées. Et je vous assure que la plupart des banques du monde sont dans cet état. Donc il faudra changer les choses, et probablement nationaliser. Mais il faut bien mettre les citoyens de façon formatrice, éducatrice, devant ce processus. Donc nationaliser brutalement, ça paraît comme idéologique. Là, les gens comprennent pourquoi il faut nationaliser. Ça, c'est une chose. Maintenant, le système de crédit public. Et enfin, investir dans les technologies de pointe, les technologies du futur. C'est pour ça que nous défendons nous-mêmes la fusion thermonucléaire contrôlée, qui est quelque chose qui permettra d'avoir de l'énergie bon marché, qui sera peu polluant et qui, disent ses ennemis, est centralisé, donc que les pouvoirs financiers vont occuper. Ce n'est pas vrai. Les pouvoirs financiers ne feront jamais la fusion thermonucléaire. Et aux États-Unis, comme en Angleterre, on vient de couper les subventions et les dépenses. Les États anglais et américains viennent couper les subventions et les dépenses à cela. Ils ne veulent pas ce développement économique-là. Alors, évidemment, l'Europe non plus. On est dans une Europe qui, avec l'euro et avec le système qu'elle engendre, et n'est plus l'Union européenne, c'est l'union, comme Coralie Delhomme l'a dit, l'union des États désunis. Et les États n'ont plus de destin, n'ont plus de vision en commun. C'est pour ça que je dis la France doit sortir de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui sont en réalité une seule même chose, pas pour se replier, comme Marine Le Pen dans le repli national, mais pour proposer un autre projet au monde, en disant voilà, il y a ces BRICS qui font cette politique, il faut cet autre projet au monde, cet autre projet de développement économique. Et en même temps, dire qu'il y a des régions du monde, comme les Caraïbes, qui doivent former un ensemble intégré avec la France, que la France ne doit plus dominer, mais qu'elle doit accompagner et inspirer. Et vous êtes pour quoi, l'Europe des nations ? Je suis pour une Europe des nations, mais pas les nations en arrière, les nations en avant. C'est quoi une nation en avant ? Les nations en avant, c'est une nation qui pense aux objectifs communs de l'humanité. C'est ce que voulait De Gaulle. De Gaulle n'était pas pour une France repliée sur elle-même, contrairement à ce qu'on a dit et contrairement à ce que répètent des gens du Front National. Il était pour une Europe qui est
tourné vers ce qu'il appelait la cause de l'humanité dans son fameux discours de Mexico de 1964. Et il faut revenir à cela. Mendès France était partisan de cela aussi. Ces deux hommes d'une certaine stature de l'après-guerre, qui étaient De Gaulle et Mendès France, étaient partisans de cela. Il y avait des gens de talent aussi à l'époque, et qui avaient une certaine vision au sein du Parti communiste, ils ont été éliminés. Donc ce qui reste aujourd'hui, depuis les années 1970-1980 du siècle précédent, c'est des gens qui, dans toutes les organisations politiques, ont été mis au pouvoir parce qu'ils ne gênaient pas et pouvaient constituer, disons, une alternative, l'alternative au système en place. Ils devaient égarer les gens dans des détails, ne pas les entraîner vers les grands problèmes de l'époque. Et regardez, si on regarde la société du futur, on a une société du futur extraordinaire. L'énergie à bas prix. Une politique spatiale qui nous permet de sortir du berceau terrestre à terme, et ça prendra du temps, mais de commencer et de penser à cette aventure-là. Et je crois que le succès d'Interstellar, par exemple, avec tous les défauts que peut avoir le film, montre qu'il y a une nouvelle orientation vers ça. On s'est moqué dans ma campagne présidentielle parce que je parlais de l'espace. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'espace comme un impératif pour rassembler les intérêts communs de l'humanité. Parce qu'un seul pays ne peut pas le faire, il faut tous se mettre ensemble. Même Google va chercher les âmes pour diffuser Internet. Oui, l'autre d'ailleurs aspect, vous avez raison de citer Google, l'autre aspect, c'est les progrès dans les sciences de la vie. Oui. Il y a des progrès extraordinaires sur quelque chose qui s'appelle, ce qui permettra de réparer de conserver et réparer le développement cellulaire, qui s'appelle la télomérase. Il y a des progrès très grands qui sont faits dans ce domaine-là. Ça reste génétique, il n'y a pas encore une conception générale de la vie. Il faut amener cette conception générale de la vie. Il y a un très grand progrès potentiel dans toutes les prothèses. Par exemple, c'est la 3D. On pourra faire des prothèses sur mesure et pas des prothèses pareilles pour tout le monde. Donc, il y a des progrès extraordinaires, il y a des progrès à faire dans la nanotechnologie. Mais, lorsque c'est contrôlé par Google, lorsque Monsanto contrôle les semences, lorsque Google, dans son projet Calico, contrôle les sciences de la vie, ça devient très dangereux. Même lorsque des sociétés privées contrôlent l'espace ou le nucléaire, c'est très dangereux. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut que ce soit une vision commune d'êtres humains qui s'assemblent et qui ont des institutions à la fois républicaines, démocratiques, pour dire leur avis. Or, ces grandes questions-là, je ne vois personne les soulever en France. Je vois des gens, disons, qui ne volent pas dans l'espace, mais qui volent au ras des pâquerettes. Donc, aujourd'hui, la politique doit nous permettre de pénétrer cette aventure humaine telle qu'elle se présente pour le futur. Oui, c'est penser avec les yeux du futur et être inspiré par ceux qui ont pensé avec les yeux du futur dans le passé, pas de copier leurs solutions. C'est pour ça que lorsque vous disiez qu'il fallait adhérer aux efforts des BRICS, je dirais oui, mais en pensant qu'on pourra les rendre encore plus intéressants et meilleurs, de prendre l'étincelle qui est là et de la porter plus loin dans une vision commune. Et là, on vous dira « Ah, mais vous êtes visionnaire ». On manque de gens qui soient visionnaires dans la société d'aujourd'hui, et à force de voler au ras des pâquerettes, on s'écrase au sol. Merci Jacques Cheminade d'avoir participé à ce grand oral. Merci à vous surtout. Hein ?